Salut à tous, aujourd'hui, nous allons explorer les moments clés du 8e jour du procès très médiatisé de Sean Combs, connu également sous le nom de P. Diddy. Un procès fédéral pénal suivi de près, marqué par des témoignages percutants, des révélations inattendues et une atmosphère parfois surréaliste dans la salle d'audience. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée. Ce matin, le juge Arun Subramanian était déjà en place, bien que le jury n'ait pas encore été convoqué. L'ambiance dans la salle d'audience était plutôt détendue au début, les avocats plaisantant avec le juge autour du témoignage à venir de l'artiste Kid Cudi, de son vrai nom Scott Mescudi. Kid Cudi, lauréat d'un Grammy Award et ancien compagnon de Cassie Ventura, l'ex-petite amie de Sean Combs et l'une de ses principales accusatrices, a été mentionné à plusieurs reprises dans les témoignages précédents, notamment par Cassie elle-même et sa mère, Regina Ventura. Son témoignage est attendu avec intérêt, car il pourrait apporter un éclairage inédit sur les représailles présumées de Combs. L'un des moments les plus surprenants de la matinée a été la discussion autour du comportement du chien de Kid Cudi. Le rappeur devrait témoigner que peu de temps après que Sean Combs a appris sa relation avec Cassie Ventura, sa maison a été cambriolée et sa voiture incendiée avec un cocktail Molotov, en 2011. Après ces événements, son chien aurait été nettement plus nerveux et effrayé. Le juge, avec une pointe d'ironie, a demandé au procureur si Kid Cudi allait témoigner de ce que son chien pensait. La procureure Emily Johnson a répondu en plaisantant que le rappeur n'était pas un médium canin, mais a maintenu que son comportement restait pertinent. L'avocat de la défense, Brian Steele, a objecté que ce genre de témoignage pourrait influencer négativement un jury potentiellement sensible aux animaux. Finalement, le juge a autorisé un témoignage limité sur l'état du chien dans la période suivant l'infraction. Après ces échanges, le jury est entré, et George Kaplan, ancien assistant exécutif de Combs, a repris son témoignage entamé la veille. Interrogé par la procureure adjointe Maureen Comey, Kaplan a évoqué plusieurs transactions en liquide qu'il a effectuées pour le compte de Combs. Il a notamment rappelé un épisode de 2015 où la sécurité de Combs lui avait remis $50 000 à bord de leur jet privé. À l'arrivée à l'aéroport, il avait transféré l'argent à d'autres membres de la sécurité. Il a aussi évoqué des demandes récurrentes de Combs pour retirer $10 000 en espèces via Western Union, fonds qu'il lui remettait ensuite. Kaplan a aussi expliqué qu'il travaillait pour Combs Enterprise depuis 2013, d'abord comme assistant exécutif du directeur des opérations, avant d'être promu assistant de Combs environ 10 mois plus tard. Il a confirmé qu'il témoigne sous ordonnance d'immunité, ce qui l'oblige à dire la vérité en échange de l'assurance que ses propos ne seront pas retenus contre lui, sauf en cas de parjure. Cette journée a donc été marquée par un mélange de révélations sérieuses et de moments plus insolites, comme l'épisode du chien de Kid Cudi. Le procès de Sean Combs continue de révéler une facette peu connue de l'industrie musicale et de ses coulisses troubles. George Kaplan, ancien assistant exécutif de Sean Combs, avait témoigné avoir été témoin d'un comportement violent de Combs envers Cassie Ventura à la fin de l'année 2015, alors qu'il se trouvait à bord du jet privé du producteur. Il avait raconté avoir entendu du verre se briser. En se retournant, il avait vu Combs debout au-dessus de Ventura, qui était allongée sur le dos, les jambes étendues, comme si elle essayait de créer de l'espace entre eux deux. Combs tenait un verre à whisky dans sa main, avait-il précisé. Il y a eu une énorme agitation et des trébuchements, puis la vitre s'est brisée, avait déclaré Kaplan. Il avait détourné le regard, puis entendu Ventura crier quelques secondes plus tard. Personne ne voit ça? Combs s'était ensuite rendu dans une autre zone de l'avion, demandant à Ventura de rester à l'arrière, avait poursuivi Kaplan. Bien que d'autres membres du personnel, dont des agents de sécurité et des cadres, fussent présents, personne n'était intervenu pour voir comment allait Ventura, avait-il ajouté. Kaplan avait précisé ne pas avoir appelé la police à la suite de cet incident. Il avait également évoqué une autre situation survenue au domicile de Combs, où il avait vu Ventura avec des blessures visibles. Ce jour-là, Combs l'avait appelé par interphone pour qu'il le rejoigne dans la salle de bain principale. Là, il lui avait demandé d'aller chercher des produits en vente libre, notamment de l'amamélis, que Kaplan avait compris être un agent anti-gonflement. En se rendant à la salle de bain, il avait croisé Ventura, en pleurs sur le lit, la tête dans les mains. Elle présentait visiblement des ecchymoses sur le visage, avait-il observé. Kaplan n'avait pas pris le temps de lui parler ni de vérifier son état, et était sorti acheter les produits à la pharmacie avec la carte d'entreprise de Combs Enterprise.
Kaplan avait quitté l'entreprise en décembre 2015. Il avait expliqué « La principale raison pour laquelle j'ai quitté mon emploi d'assistant de M. Combs était que je n'étais pas à l'aise ou en phase avec le comportement physique qui se produisait et dont j'avais vu des fragments au cours de quelques mois. » Il avait poursuivi « Je ne souhaitais pas participer à la réparation de ce genre de problème. C'était extrêmement difficile, car j'étais évidemment extrêmement reconnaissant d'occuper ce poste, et j'avais un profond respect pour M. Combs. Mais au fond de moi, je savais que c'était la bonne chose à faire. » Kaplan avait également témoigné d'un autre épisode survenu à la fin de l'année 2015 dans la maison de Combs à Miami Beach. Ce jour-là, il avait vu Combs lancer un certain nombre de pommes vertes décoratives ou réelles sur une autre petite amie. Il avait décrit Combs comme étant très en colère et lançant les pommes avec force. Elle essayait de se protéger avec ses bras, avait précisé Kaplan, alors qu'elle s'éloignait de lui. Il n'était pas intervenu. À ce sujet, il avait déclaré « J'étais un jeune homme qui essayait vraiment de percer dans l'industrie du divertissement. C'était essentiellement ma première expérience professionnelle et j'ai pensé pendant une seconde que cela pourrait être normal. » Il avait indiqué avoir annoncé son départ à Combs en septembre 2015 et l'avoir finalement quitté en décembre. Il avait confié à Christina Coram, alors directrice de cabinet de Combs, les détails de l'incident dans le jet privé avec Cassie Ventura, ainsi que celui des pommes. Elle s'était dite triste et déçue, avait-il raconté. Je lui ai dit que cela allait être la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour moi, et que j'allais trouver un moyen de me sortir de ce rôle au fil du temps, avait-il témoigné. Pour expliquer son départ à Combs, il lui avait dit que son père était malade. Combs a été extrêmement aimable, avait-il ajouté. Kaplan avait aussi raconté avoir vu Combs une dernière fois avant la pandémie. Il était resté en contact, avait-il expliqué, parce que j'appréciais M. Combs et que je voulais continuer à entretenir une relation avec lui. Lors du contre-interrogatoire mené par l'avocat de la défense Mark Agnifilo, Kaplan avait été invité à parler des aspects positifs de son travail chez Combs. Il avait déclaré « Travailler pour M. Combs a rendu mon monde tellement plus grand en si peu de temps. » Il avait affirmé garder encore aujourd'hui les leçons de commerce apprises à ses côtés et estimé qu'il n'aurait pas eu le même parcours professionnel sans cette expérience. J'ai accepté les yeux grands ouverts le rôle d'assistant de Combs, sachant que les heures seraient longues et que le travail serait difficile, avait-il dit. Pour rappel, Kaplan avait débuté chez Combs Enterprise en 2013 comme assistant exécutif du directeur de l'exploitation, avant d'être promu environ 10 mois plus tard au poste d'assistant exécutif de Combs. Il avait donné son préavis en septembre 2015 et quitté l'entreprise en décembre de la même année, après les incidents impliquant Cassie Ventura et une autre compagne de Combs. George Kaplan, ancien assistant exécutif de Sean Combs, avait énuméré les différentes entreprises auxquelles Combs était associé. Sean Jean, Revolt, Blue Flame et Ciroc. Quand on travaille avec M. Combs, qu'on soit proche de lui ou non, il dégage une vibration extrêmement contagieuse, avait-il témoigné. On est à ses côtés et on ressent son enthousiasme. Il se souvenait encore de combien il se sentait mal lorsque Combs lui parlait d'une certaine manière. « Je suis un jeune homme et c'est un dieu parmi les hommes », avait-il déclaré en décrivant leur dynamique à l'époque. Travailler pour Combs était pour lui une opportunité unique dans une vie. Et même si sa boussole morale l'avait poussé à démissionner, il continuait à lui souhaiter un bon anniversaire chaque année, le 4 novembre. Au tribunal, Combs avait souri quand Kaplan avait mentionné les messages d'anniversaire. Durant son témoignage, Kaplan regardait souvent Combs, et les deux semblèrent se sourire. L'avocat de la défense, Mark Agnifilo, avait confirmé auprès de Kaplan que Christina Coram, alors chef de cabinet de Combs, était déçue et attristée lorsqu'il lui avait parlé des actes de violence dont il avait été témoin entre Combs et ses petites amies. Kaplan avait déclaré « C'était triste » et avait qualifié la violence de « horrible ». Mais il avait aussi expliqué que cela l'avait contraint à quitter un emploi qu'il aimait et dont il était fier. Agnifilo avait interrogé Kaplan sur la gestion des dépenses de Combs. Kaplan avait confirmé qu'il avait payé certaines dépenses de Combs ou liées à son travail avec une carte de crédit professionnelle. Combs, avait-il affirmé, ne payait jamais rien lui-même sur le moment. En général, une assistante comme Christina Coram tenait son portefeuille, qui ne contenait qu'une carte de crédit et un permis de conduire. Les voyages et excursions de Combs étaient toujours gérés par ses employés, jamais par lui-même.
Quand l'avocat lui avait demandé s'il y avait une raison de penser que Combs surveillait l'achat d'huile pour bébé, Kaplan avait répondu « Certainement pas, non ». Il avait ajouté « Son monde était de la taille de la Terre », expliquant que son patron gérait des affaires à l'échelle mondiale et que ses employés s'occupaient des moindres détails pour qu'il ne manque de rien. Penser qu'il savait d'où venaient certaines de ces choses est irréaliste, avait-il ajouté. Agnifilo était ensuite revenu sur l'incident dans l'avion. Kaplan avait déclaré avoir revu Cassie Ventura plus tard ce soir-là, mais ne se souvenait pas avoir constaté de blessures sur elle. Il ne se rappelait pas non plus si les pommes que Combs avait lancées sur une autre petite amie l'avaient atteinte. Kaplan avait confirmé que Combs lui avait crié dessus et menacé de le faire travailler davantage, mais ne l'avait jamais menacé physiquement. Il avait aussi affirmé n'avoir jamais entendu Combs menacer verbalement Cassie Ventura d'un acte physique. Kaplan avait témoigné avoir pris un soin particulier à nettoyer les chambres d'hôtel après le départ de Combs, car il se méfiait du personnel. Il avait expliqué qu'il craignait que le personnel tente de vendre des objets ou informations issus des chambres de Combs, ce qui pourrait nuire à sa réputation. « Les gens veulent un jour de paix », avait-il dit. Je ne voulais pas que sa réputation soit compromise. Il avait décrit la manière de travailler pour Combs. Soit on était de service, soit de garde. Par exemple, lorsqu'il assistait à un déjeuner d'affaires, Kaplan était présent. Lorsqu'il logeait dans un hôtel, il était en retrait mais disponible. Quand l'avocat Agnifilo lui avait demandé « Vous avez compris qu'il s'agissait de son temps personnel ?» Kaplan avait répondu par l'affirmative. Interrogé sur la sécurité, Kaplan avait témoigné que Combs avait, en 2015, engagé une entreprise de sécurité agréée, plus professionnelle que les anciens gardes de longue date. Il avait confirmé que seuls ces nouveaux agents de sécurité étaient armés, et qu'il n'avait jamais vu Combs porter une arme. Kaplan avait déclaré « Je ne voulais absolument pas venir ici aujourd'hui, mais il avait été assigné à comparaître. Il avait assuré n'avoir rien contre Combs. » Lors du réinterrogatoire par la procureure adjointe Maureen Comey, Kaplan avait dit que l'incident de l'avion et l'incident de la pomme l'avaient profondément secoué. À la question de savoir pourquoi l'incident de l'avion l'avait autant marqué alors qu'il n'avait pas vu de blessure sur Ventura, Kaplan avait répondu « Au fond de moi, je me disais que je savais ce qui se passait, et je ressentais une certaine culpabilité de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour y mettre un terme. » Il avait ajouté « On peut être blessé tout le temps sans que les blessures soient visibles. » L'incident des pommes l'avait aussi effrayé. La tension et la colère dans la pièce étaient effrayantes, avait-il déclaré. Je n'avais jamais vu ni participé à une telle chose. Revenant sur sa conversation avec Christina Coram, il avait affirmé « Je pense que j'ai exprimé mon refus d'accepter ce comportement. » Il avait précisé croire que Coram travaillait encore pour Combs jusqu'à récemment. George Kaplan, ancien assistant de direction de Sean Combs, avait confirmé avoir repris contact avec ce dernier après avoir cessé de travailler pour lui. En novembre 2018, après le décès de Kim Porter, la mère de certains enfants de Combs, Kaplan lui avait envoyé un message dans lequel il disait « Je t'aime. J'ai eu le cœur brisé pour lui », avait témoigné Kaplan. Plus tard, Kaplan avait aussi tenté de l'inviter à son mariage. « Je n'ai pas eu de réponse », avait-il déclaré. Malgré les événements, il avait admis garder du respect pour Combs, décrivant leur relation comme « compliquée ». Il avait également reconnu que les abus dont il avait été témoin étaient profondément choquants. Cela m'a énormément secoué. En quittant la barre, Kaplan avait adressé un signe de tête à Combs, qui le lui avait rendu. Les procureurs avaient ensuite appelé Kid Cudi, dont le nom légal est Scott Mescudi. Il s'était présenté à la barre sans échanger de regard avec Combs. Lorsqu'on lui avait demandé de se présenter, il avait répondu qu'il était acteur et musicien. Il avait identifié Cassie Ventura sur une photo, déclarant qu'ils étaient amis et qu'ils étaient brièvement sortis ensemble. Ils s'étaient rencontrés vers 2008 et avaient eu une courte relation autour de 2011. Kid Cudi avait témoigné qu'il avait compris à ce moment-là que Cassie Ventura et Sean Combs avaient des problèmes et n'étaient plus ensemble. En décembre 2011, Cassie Ventura l'avait appelé vers 6 heures du matin pour lui dire que Combs avait découvert leur relation. « Elle m'a demandé de venir la chercher », avait raconté Kid Cudi. Elle semblait très stressée au téléphone, nerveuse, effrayée, alors je suis allé la chercher. Il s'était ensuite rendu dans un hôtel voisin et avait mis parler avec Capricorn Clark, une employée de Combs. Selon Kid Cudi, elle semblait très effrayée. On aurait dit qu'elle était au bord des larmes. Elle leur avait expliqué que Combs et un associé se trouvaient chez Kid Cudi
et qu'elle les attendait dans une voiture. Elle a été forcée de les accompagner là-bas, avait ajouté le rappeur. J'ai été bouleversé de découvrir qu'elle était en quelque sorte revenue vers lui, avait-il ajouté. Lorsque Cassie Ventura était arrivée à la réunion, elle a expliqué que nous étions tombés amoureux et que les choses s'étaient simplement produites, avait rapporté Kid Cudi. Il lui avait alors demandé des explications sur l'incendie de sa voiture. Combs avait répondu « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Kid Cudi avait refusé une poignée de main et Combs lui avait demandé ce qui n'allait pas. « Attends, je pensais qu'on était cool », s'était souvenu Kid Cudi. Il avait confirmé que Combs avait nié toute implication dans les dégâts causés à la Porsche. Ils s'étaient croisés une dernière fois au Soho House en 2015. Combs, accompagné de sa fille, avait pris Kid Cudi à part et lui avait dit « Mec, je veux juste m'excuser pour tout et toutes ces conneries. » Kid Cudi avait alors témoigné « J'ai trouvé la paix avec Combs après cela. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais de sa part. » Lors du contre-interrogatoire, il avait confirmé que de l'ADN avait été prélevé sur sa voiture. L'avocat de la défense, Brian Steele, lui avait demandé s'il savait que l'ADN provenait d'une femme. Kid Cudi avait répondu qu'il n'avait reçu aucune information des autorités à ce sujet. Lors du contre-interrogatoire, Kid Cudi a expliqué que sa relation avec Cassie Ventura avait pris fin simplement parce qu'ils avaient cessé de se parler, alors qu'ils étaient en contact presque quotidien pendant environ 1 an. « Elle s'est jouée de vous, n'est-ce pas ?» a demandé l'avocat de la défense Brian Steele. « Oui », a répondu Kid Cudi. Il a précisé qu'il voulait clarifier un point. Selon lui, Sean Combs lui avait demandé de collaborer à une chanson avec Cassie Ventura en 2010, et non en 2011. Il a aussi témoigné que la première fois que Ventura lui avait parlé de sa relation avec Combs, c'était vers Thanksgiving 2010. C'est à ce moment-là qu'elle me disait qu'elle avait des problèmes, a-t-il déclaré. Steele a évoqué une réunion entre Kid Cudi et le gouvernement, au cours de laquelle le rappeur avait déclaré que Ventura lui avait décrit sa relation avec Combs comme étant intermittente. Kid Cudi avait déjà affirmé qu'il avait rencontré Ventura vers 2008 et qu'ils étaient sortis ensemble vers 2011. Lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, il avait compris que Ventura et Combs avaient des problèmes et qu'ils n'étaient plus ensemble. Concernant l'incident de 2011, lorsque Sean Combs s'était apparemment introduit dans sa maison, Kid Cudi a confirmé qu'il n'y avait eu aucun dégât matériel. Il a aussi déclaré que Combs ne l'avait pas menacé ce jour-là. Kid Cudi a précisé que Cassie Ventura lui avait confié avoir subi des violences physiques dans sa relation avec Sean Combs, mais qu'elle ne lui avait jamais parlé d'abus liés à des rapports intimes. Il a ajouté que Combs ne s'était jamais interposé lorsqu'il passait du temps avec elle. L'avocat Brian Steele lui a alors demandé si le traitement réservé par Combs à Ventura le dérangeait parce qu'il était amoureux d'elle. « Oui », a répondu Kid Cudi. Steele a également suggéré qu'au moment de leur rencontre, Kid Cudi et Combs s'étaient retrouvés dans une situation similaire après avoir été trompés par Ventura, qui menait une double vie. « La personne qui vous a joué et la personne qui a joué Sean était Adam Ventura, c'est vrai ?»« C'est vrai », a confirmé Kid Cudi. Steele a conclu son contre-interrogatoire. « Merci beaucoup, monsieur. »« Ouais, pas de problème », a répondu Kid Cudi. La procureure Emily Johnson est ensuite revenue pour un nouvel interrogatoire. Elle a demandé ce que Ventura lui avait dit concernant les violences physiques de Sean Combs. « Il la frappait. Parfois, il lui donnait des coups de pied », a déclaré Kid Cudi. Il a aussi témoigné que Capricorn Clark, une employée de Sean Combs, l'avait appelé depuis l'extérieur de son propre domicile ce matin-là de décembre 2011. Elle lui avait dit que Combs s'était rendu à son appartement et l'avait physiquement forcé à monter dans une voiture. Ventura était, selon lui, vraiment secoué. Inquiète que Combs ait appris leur relation et son adresse et puisse venir chez lui. Kid Cudi a expliqué que lui et Ventura s'étaient séparés en décembre 2011, car la situation était devenue trop intense. Il craignait pour leur sécurité à tous les deux. « Je savais que Sean Combs était violent », a-t-il déclaré. Lors de l'interrogatoire complémentaire, la procureure Johnson est revenue sur la réunion entre Kid Cudi et Combs après l'incendie de sa voiture en 2012. Quand Kid Cudi a évoqué la voiture, Combs avait répondu qu'il ne savait pas de quoi il parlait. Johnson lui a demandé ce qu'il pensait de cette réponse. « Qu'il mentait », a affirmé Kid Cudi. Après cette déclaration, Kid Cudi a quitté la barre. Le juge Arun Subramanian a ensuite suspendu l'audience pour le déjeuner jusqu'à 13h, heure de l'Est. L'après-midi,
Mayla Morales, l'ancienne maquilleuse de Sean Combs, et Cassie Ventura, devaient témoigner. Durant le procès, Christina Coram, ancienne directrice de Combs Enterprise, devenue Combs Global, a été fréquemment mentionnée. Dans une publication Facebook de 2021, Sean Combs écrivait à son sujet « Christina, alias Kaka, assure le bon fonctionnement de ma vie et de mon entreprise. Elle est mon bras droit depuis 8 ans et a toujours prouvé qu'elle était efficace et performante. Je ne sais pas comment je fonctionnerais sans elle. » Coram a été nommée dans 3 plaintes civiles distinctes du procès pénal en cours, bien qu'elle n'ait été accusée d'aucun crime. En réponse aux accusations, elle a déclaré en mars « Pendant des mois, des accusations horribles ont été portées à mon encontre dans divers procès concernant mon ancien patron. » Elle a ajouté « Ces fausses allégations concernant mon implication causent un préjudice irréparable et incalculable à ma réputation et à mon bien-être émotionnel et à celui de ma famille. Je suis convaincu que les allégations portées contre moi seront démenties. » Enfin, il est rappelé que Sean Combs est accusé par les procureurs d'avoir dirigé, entre 2004 et 2024, une organisation criminelle impliquée dans le trafic de rapports intimes, le travail forcé, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l'entrave à la justice. Après la pause déjeuner, le juge Arun Subramanian a repris l'audience pendant que les avocats discutèrent de certaines questions avant le retour du jury. Les procureurs ont alors appelé à la barre Mayla Morales, ancienne maquilleuse de Sean Diddy Combs et de son ex-petite amie Cassie Ventura. Morales a déclaré avoir travaillé pour Combs de 2000 à 2005, puis avoir arrêté pour travailler avec d'autres clients, notamment Rihanna pendant 13 ans. Elle a raconté avoir rencontré Cassie Ventura pour la première fois lors d'une séance photo à Brooklyn, alors que Ventura avait 16 ans, et avoir commencé à la maquiller régulièrement lorsqu'elle a signé avec Bad Boy Records en 2007. « Nous étions proches, elle était comme une petite sœur pour moi », a-t-elle affirmé. Elle a maquillé Ventura pour la dernière fois en 2021. Morales a précisé « Sean s'assurait toujours que le look était parfait, nous devions donc lui faire un rapport avec des photos. » Morales a témoigné avoir vu Ventura blessée au visage une fois, autour du week-end des Grammy en 2010. Elle a décrit une soirée chez Prince, après laquelle elle et Ventura étaient retournés à une chambre d'hôtel. Combs est ensuite entré en disant « Mais où est-elle » Il est allé dans la pièce où se trouvait Ventura, a fermé la porte, et Morales a entendu des cris et des hurlements. Elle a raconté « J'étais tout simplement frénétique et je ne savais pas quoi faire. » Plus tard, Combs a quitté la chambre d'hôtel en trombe. Ventura était désemparée. Morales a témoigné, elle avait un œil gonflé, une lèvre éclatée et des nœuds sur la tête. Morales l'a emmenée chez elle, où Ventura est resté quelques jours. Ventura avait précédemment témoigné que Combs l'avait battue dans la chambre d'hôtel après cette même fête. Combs me jetait des bagages, m'insultait, avait-elle déclaré. Elle avait aussi affirmé ne pas lui avoir dit qu'elle serait à la fête, pensant qu'il ne la laisserait pas partir. Une fois sur place, en le voyant en colère, elle avait couru aussi vite que possible. Morales a indiqué qu'un ami médecin était venu examiner Ventura ce soir-là. Il avait observé des blessures au visage, à l'estomac et aux côtes, et recommandé une visite aux urgences. Ventura a refusé d'y aller, et ils n'ont pas contacté la police. Morales a dit qu'elle ne l'avait pas fait non plus, par peur. Je craignais Combs, et craignais pour ma vie. Après l'incident, elles n'en ont plus jamais parlé. Lors du contre-interrogatoire, l'avocate de la défense Ana Estevao a montré au jury des photos de Ventura prises lors du tournage d'un clip vidéo pour Wiz Khalifa, où Morales avait aussi maquillé Ventura. La défense a voulu démontrer que Ventura avait consacré du temps à sa carrière, et pas uniquement aux freak-offs. Morales a confirmé ne pas avoir vu ce qui s'était passé entre Combs et Ventura dans la chambre. Elle a également indiqué qu'elles avaient parlé avec un ami avocat peu de temps après l'incident. À la question « Tu étais inquiète, n'est-ce pas ?» Morales a répondu « Très inquiète, bien sûr. » Elle a confirmé être restée amie avec Ventura après sa rupture avec Combs. Morales a ensuite précisé avoir accordé environ 8 interviews aux médias durant l'année écoulée concernant sa connaissance de la relation entre Ventura et Combs et sur l'incident de 2010. Elle a souligné « Je n'ai jamais été rémunérée pour aucune de ces interviews. » Après son témoignage, le procureur a appelé Frédéric Zemmour, directeur général de l'hôtel L'Ermitage à Beverly Hills. Il a présenté des enregistrements de réservation remontant à 2008.
Le profil initialement créé sous le nom de Sean Combs, en 2006, avait été modifié plusieurs fois. En Jackie Star en 2009, puis en Sean Combs, Frank White ou Frank Black entre 2011 et 2012, et enfin Ryan Lopez en 2019. Le jury a pris note de certaines instructions spécifiques attachées au profil. Veuillez surveiller l'extérieur de sa chambre, au bout du couloir, pour vaporiser du désodorisant. Renverse toujours de la cire de bougie sur tout et utilise des quantités excessives d'huile. Place la pièce hors service au moment du départ pour un nettoyage en profondeur. Et veuillez autoriser un montant supplémentaire de $1000 lorsque le client séjourne chez nous pour couvrir les éventuels dommages causés à la chambre. La défense a choisi de ne pas contre-interroger Zemmour. Le témoin suivant appelé à la barre a été Joshua Croft, agent d'investigation informatique du département des enquêtes de la sécurité intérieure. Il a rappelé que les domiciles de Combs à Los Angeles et Miami avaient été perquisitionnés en mars 2024 et que Combs avait été arrêté à New York en septembre. Croft a témoigné avoir extrait des données de 3 ordinateurs portables appartenant à Ventura. Un ordinateur était remis à 0, un autre affichait les profils Frank Black et invité au démarrage. Le 3e ne s'allumait pas, endommagé physiquement. George Kaplan, ancien assistant exécutif de Combs, avait déjà témoigné que les réservations d'hôtels étaient souvent faites sous le nom Frank Black, référence à Notorious B.I.G., surnommé Frank White. Les procureurs ont terminé leur interrogatoire de Croft. Lors du contre-interrogatoire, il a confirmé que Ventura avait autorisé la fouille de ses ordinateurs et que son analyse des données n'était pas exhaustive. Le juge a ensuite dissous le jury pour le week-end prolongé du Memorial Day. Il leur a donné des instructions strictes pour éviter toute discussion ou exposition médiatique concernant l'affaire. Le procès reprendra mardi, avec Capricorn Clark, ancien employé de Combs, en tant que premier témoin à l'audience. D'autres témoins des services de police et de pompiers de Los Angeles sont attendus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.